Salut à toutes et à tous pour cette grosse vidéo que je vais vous présenter. Alors pas forcément grosse par le temps, hein, ça va pas forcément être une longue vidéo, mais c'est une vidéo qui est, à mon sens, très importante pour vous aider à comprendre les différents principes, les différents vocabulaires du money management. Donc voilà, je vais présenter un petit peu les termes usuels que j'utilise, enfin pas que moi d'ailleurs, hein, pour piloter mon portefeuille d'investissement, mon portefeuille de trading. Et ça c'est vraiment une vidéo que je vous encourage à regarder, à partager, à commenter, quel que soit finalement finalement l'influenceur ou les influenceurs, les influenceuses que vous suivez, parce qu'il s'agit vraiment finalement de vous introduire de manière précise le vocabulaire pour piloter son portefeuille. C'est un peu comme si, mettons, je sais pas, vous connaissez pas rien par en maths et que je vous apprends une table de multiplication. Bah, c'est toujours important d'apprendre la table de multiplication, ensuite que vous ayez tel ou tel professeur. euh, c'est quand même c'est le passage obligé. Là, c'est un peu pareil. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter les outils en fait utilisés dans le money management et que moi en fait dans mes points de marché, lorsque je présenterai l'évolution de mon portefeuille et les stratégies que je mets en place, que je vais utiliser pour piloter la performance, mais aussi le risque dans lequel se situe mon portefeuille. Alors, je vous propose, sans tarder, d'attaquer les festivités, comme on dit. Donc, voilà. Alors, le lexique du trading et de l'investissement. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, les slides que je vais présenter sont très complets. À la limite, on peut presque finalement lire, en lisant les slides, on peut s'affranchir de tout ce que je suis en train de finalement de vous dire. Maintenant, certains préfèrent l'audio, d'autres préfèrent lire des choses. N'hésitez pas à faire des copies d'écran pour faire un peu votre présentation. Ça vous fait un petit fascicule, un petit lexique que vous pouvez suivre, qui peut vous accompagner tout au long de votre carrière d'investisseur. Alors, je commence l'introduction dans cette vidéo. Je n'ai pas la prétention de vous présenter tout le vocabulaire utilisé en salle de marché, bien évidemment, ça serait un peu présomptueux de ma part. Ma modeste ambition se limite à vous présenter des indicateurs très importants que je suis pour mesurer la performance de mes stratégies en gestion et en trading. Dans l'environnement stagflationniste actuel, investir va devenir très difficile. Pourquoi? Ne pas investir, c'est être certain à coup sûr de perdre chaque année 5%, 10%, voire plus en pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Mais investir sans plan d'action, c'est aussi risqué de perdre 10, 20%, voire 50% en quelques semaines à cause d'un krach boursier. Et là, on l'a vu, aucun actif n'est à l'abri d'un krach. Les matières premières, l'or, l'argent, les cryptos, l'obligataire, rien ne peut, ne peut échapper à un possible krach. C'est pour cette raison que dans mes points de marché, je ferai un panorama objectif, transparent de la situation de mon portefeuille et de mes stratégies mises en place. Mais pour cela, vous aurez besoin finalement de vous approprier un vocabulaire adéquat à la gestion des investissements, car chaque spécialité a son jargon qui lui est propre. Vous voulez faire de la cuisine, vous allez voir, si vous entendez les chefs Etchebest, etc. parler, ils ont un vocabulaire qui est propre à la cuisine. Si vous voulez faire une carrière dans le BTP, dans les travaux immobiliers, vous allez voir les menuisiers, les charpentiers, les chaudronniers, les plombiers, ils ont aussi leur vocabulaire. En médecine, si vous entendez des médecins, des infirmiers, des médecins, des chirurgiens parler, ils ont aussi leur vocabulaire. Et c'est pareil en finance, en trading, en gestion de portefeuille, il y a un minimum de vocabulaire à acquérir. Si vous souhaitez connaître tout le vocabulaire maintenant de la finance, parce que moi, je n'ai pas cette prétention au travers de cette vidéo, je suis cash, moi, je ne peux vous conseiller que de suivre une formation adéquate, une formation complète, adéquate, qui peut vous permettre vraiment de devenir un pro de la finance.
à l'issue de cette vidéo, vous ne serez pas un pro de la finance, hein, clairement. Par contre, vous serez en mesure de comprendre les indicateurs qu'il est important de maîtriser, de piloter pour ne pas vous prendre des moins 50, moins 60% dans vos investissements. Et évidemment, à la fin, je termine dans cette introduction par un lien vers mes principales erreurs, parce que j'ai beau piloter mes investissements à la manière finalement d'un banquier, puisque j'ai une longue carrière dans la banque, j'ai quand même fait quelques erreurs dans le passé et j'en ferai sans doute. D'ailleurs, vous pourrez peut-être même les suivre en direct, puisque je présente chaque semaine, à l'issue de mon point de marché, l'évolution en temps réel de mon portefeuille. Donc, peut-être que vous assisterez en temps réel aussi aux bourdes que je serai amené à faire. Mais justement, avec ce lexique que je vous présente, ces petites formules, ce ne sont pas des grosses formules, mais ces petites formules un petit peu de gestion du risque et de la performance, on peut peut-être éviter certaines erreurs un peu bébêtes, on va dire. Voilà. Alors, parmi les indicateurs que je vais vous présenter, alors on distingue deux grands types d'indicateurs, les indicateurs, ce que j'appelle réalisés, et les indicateurs latents. Alors, on va commencer par la première série d'indicateurs, les indicateurs réalisés. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des indicateurs qui prennent en compte ce qui a déjà été acté. C'est-à-dire que vous ouvrez une position, vous fermez une position, c'est une position qui est actée. Un peu plus, sa valorisation ne peut plus évoluer dans le temps. Ces indicateurs sont indépendants de l'évolution des marchés. Vous ouvrez une position à l'instant T, vous la fermez à l'instant T plus 1, c'est terminé. La valeur de cette position, elle ne peut plus évoluer. Sauf risque opérationnel, ils ne sont plus susceptibles de bouger. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de parcourir en détail ces indicateurs de suivi du portefeuille qui sont les indicateurs réalisés. Alors, le premier indicateur qui est important, alors vous allez rire, mais il est très important, c'est ce que j'appelle le solde en espèces. Alors, il s'agit tout simplement de l'argent qui a été déposé à la banque ou chez le broker, diminué de l'argent que vous avez retiré et qui servira de base pour investir. Le solde en espèces, c'est rien d'autre que l'argent que vous avez déposé à la banque moins l'argent que vous avez retiré de la banque. C'est tout bête, mais vous entendrez souvent ce terme solde espèce. Deuxième indicateur, la plus-value réalisée. Alors, la plus-value réalisée, c'est l'écart, lorsqu'il est positif, entre le cours actuel, donc le cours auquel vous avez vendu l'actif et celui auquel vous l'avez acheté, multiplié par le nombre d'actifs achetés ou vendus. Donc là, la formule est toute bête, c'est la plus-value réalisée, c'est le nombre d'actifs fois cours de vente moins cours d'achat. Et comme il s'agit d'une plus-value, forcément, elle ne peut pas être, par définition, elle ne peut pas être négative. Elle est, au pire, elle est nulle. Point d'attention, lorsque vous vendez à découvert, évidemment, ce n'est pas cours de vente moins cours d'achat, c'est cours d'achat moins cours de vente. Et évidemment, lorsque le résultat est négatif, vous êtes en moins-value et donc du coup, la plus-value, elle est égale à 0. Alors, un petit exemple, tout simple, vous achetez 2 onces d'or au cours de 1800 € par once. Au moment où vous vendez les onces, celle-ci, l'once d'or est cotée à 1820 € l'once. Votre plus-value s'élève à 1820 moins 1800, ça fait 20 € fois 2, puisque vous avez acheté 2 onces que vous avez revendues, ça fait 40 €. Donc, vous avez une plus-value réalisée de 40 €. Moins-value réalisée. La moins-value réalisée, c'est à peu près la même, ça se calcule de la même manière qu'une plus-value. Il s'agit de l'écart, cette fois-ci lorsqu'il est négatif, entre le cours auquel vous avez vendu l'actif et celui auquel vous l'avez acheté, multiplié par le nombre d'actifs achetés ou vendus. La formule, évidemment, c'est la même, sauf qu'on inverse le cours de vente et le cours, cours de vente et le cours d'achat. Non, on ne l'inverse pas, c'est le même, mais on fait le minimum avec 0. Parce qu'évidemment, si jamais une moins-value réalisée, elle ne peut pas être positive. Forcément, vous êtes en moins-value, donc soit c'est un chiffre négatif, soit c'est 0. Alors là, c'est pareil, je fais le même exemple. Vous achetez 2 onces d'or au cours de 1800 € l'once. Au moment où vous vendez vos onces, celle-ci cote 1770 € l'once.
la moins-value réalisée, c'est 1770 moins 1800, donc ça fait moins 30, que vous multipliez par 2, c'est le nombre d'onces que vous avez acheté et revendu, ce qui vous fait moins 60. Vous avez réalisé une moins-value de 60 euros. Voilà. Ensuite, autre terme important à connaître, la valeur comptable. Alors, la valeur comptable de votre portefeuille, c'est rien d'autre que le solde en espèces que vous avez déposé à la banque, enfin, solde déposé, enfin, espèces déposées moins espèces retirées, donc c'est votre solde en espèces, auquel vous allez ajouter les plus-values réalisées et les moins-values réalisées. Donc, c'est simple, valeur comptable, c'est le solde en espèces plus plus-value réalisée, donc ça c'est un chiffre positif, plus les moins-values réalisées, qui est un chiffre négatif. Donc là encore, hein, je fais un exemple. Vous déposez 10 000 euros à la banque, vous réalisez une plus-value de 1 000 euros sur l'or et une moins-value de 800 euros, par exemple, sur les indices boursiers. La valeur comptable de vos avoirs s'élève à 10 000 plus 1 000 moins 800 égale 10 200 euros. Alors maintenant, on va parler de performance réalisée. Alors la performance réalisée, c'est simple, c'est l'écart relatif entre la valeur comptable et le solde en espèces que vous avez à la banque. Donc, performance réalisée, c'est valeur comptable divisée par le solde en espèces moins 1. Donc là encore, je reprends l'exemple précédent. Vous placez 10 000 euros à la banque. Suite à une réalisation d'une plus-value de 200 euros, la valeur comptable de votre portefeuille s'élève à 10 200 euros. La performance réalisée, c'est 10 200 divisé par 10 000 moins 1. Elle est de plus 2%. Voilà. Alors, autre terme intéressant que utilisent pas mal d'ailleurs de brokers pour mesurer la performance des portefeuilles de leurs clients, c'est le taux de réussite. Alors, le taux de réussite exprime le pourcentage de trades gagnants sur l'ensemble des ordres exécutés. Les trades restants sont perdants. Donc, ce taux prend en compte le volume d'ordres, mais non pas leur valeur. Par exemple, si vous réalisez 9, si vous liquidez 9 ordres et que vous gagnez 1 euro par ordre et que le dernier ordre, vous le liquidez et vous perdez 2000 euros, bah, vous allez quand même avoir un taux de réussite très élevé. Donc là, on raisonne juste en nombre d'ordres relatifs. Donc évidemment, vous voyez la formule. Le taux de réussite, c'est le nombre de trades en plus-value divisé par le nombre de trades en plus-value plus le nombre de trades en moins-value. Alors, le ratio gain-perte, alors lui, c'est un petit peu l'inverse. C'est le ratio gain-perte mesure la performance de la stratégie de trading. Donc là, on va oublier, on va occulter le nombre d'ordres que vous clôturez à la hausse ou à la baisse, où vous êtes gagnant ou vous êtes perdant. On va juste se concentrer sur le gain moyen et la perte moyenne par trade clôturé. Donc, le ratio gain-perte, c'est tout simplement le gain moyen par trade clôturé divisé par la perte moyenne par trade clôturé. Donc, exemple, si votre gain moyen est de 600 euros par trade et que votre perte moyenne elle est de 200 euros par trade, votre ratio gain-perte serait égal à 3 pour 1. 3 divisé par 1 égale 3. Et enfin, l'indicateur qui intègre un peu les deux indicateurs au-dessus, hein, les deux indicateurs au-dessus qui sont le taux de réussite et le ratio gain-perte, c'est le taux de rentabilité. Et le taux de rentabilité indique si la stratégie de trading est en train de générer des profits ou des pertes. Donc, il prend en compte la fréquence à laquelle vous gagnez ainsi que vos gains et pertes moyens. Donc là, je vous donne la formule. Le taux de rentabilité, c'est le taux de réussite multiplié par le ratio gain-perte plus 1. Voilà, c'est une formule. Et là, je vous mets un petit graphique qui permet en fait de situer en fonction du ratio gain-perte et du pourcentage du taux de réussite. Et ben, vous avez en fait vous positionnez sur le graphique et ça vous donne en fait par rapport à cette courbe, hein, qui est une hyperbole, ça vous permet de savoir si votre stratégie elle est gagnante ou pas. Si vous êtes en bas, plutôt en bas à gauche, vous êtes plutôt
perdant, votre stratégie, elle est pas forcément très bonne. Si vous êtes en haut et à droite, votre stratégie, elle est gagnante. Donc ça, c'est un petit peu voilà, le panorama des indicateurs réalisés. Là, on prend en compte uniquement les positions qui ont été prises et clôturées sur le marché. Donc là, voilà, ça vous donne en fait une vision a posteriori de votre stratégie de trading. Alors évidemment, vous vous en doutez hein, à ce moment de la vidéo que une grosse partie de la performance d'un portefeuille, elle ne se mesure pas que sur ce qui a été réalisé. Il faut aussi prendre en compte les ordres que vous avez en portefeuille et qui sont toujours ouverts, ce qu'on appelle les indicateurs latents. Exemple, Warren Buffett, Warren Buffett, il a des positions qu'il a ouvertes dans les années 60, 70 et qui sont toujours ouvertes. Donc, Warren Buffett, en fait, son portefeuille, la grosse partie de son portefeuille, c'est un portefeuille latent. Autre exemple, Bernard Arnault. Bernard Arnault, plus grande fortune de France. Vous vous doutez bien que Bernard Arnault, il n'a pas 200 milliards, hein, c'est à peu près le montant de sa fortune. Il n'a pas 200 milliards sur un compte courant. Il ne va pas aller avec sa carte bleue retirer 200 milliards au guichet de sa banque. Quasiment 99% de son patrimoine, ce sont les actions LVMH qu'il détient en tant qu'actionnaire principal et PDG du groupe LVMH. Donc, Bernard Arnault est l'homme le plus riche de France, troisième fortune mondiale au moment où je fais cette vidéo, mais 99% de son portefeuille, de sa richesse, c'est ce qu'on appelle une richesse latente, parce qu'il n'a pas vendu ses actions LVMH. C'est des actions qu'il possède en portefeuille. Pareil pour la première fortune au monde, au moment encore où je tourne cette vidéo, Elon Musk. Elon Musk, 230, 240 milliards au moment où je tourne cette vidéo. Alors, ça a pas mal baissé, hein, parce qu'en ce moment, le Nasdaq est en train de perdre pas mal. Mais l'essentiel de la fortune d'Elon Musk, ce sont les actions Tesla. Et vous vous doutez bien que si demain, Elon Musk veut vendre ses actions Tesla, donc il veut clore une plus-value latente sur Tesla et transformer une plus-value latente en plus-value réalisée sur Tesla, vous vous doutez bien que vu le poids d'Elon Musk dans Tesla, le simple fait de vendre ses actions Tesla va provoquer une baisse des cours de l'action Tesla. Et donc, vous sentez bien que la richesse réalisée de Elon Musk n'est pas du tout égale à sa richesse latente. Sa richesse réalisée sera forcément inférieure à sa richesse latente parce que le simple fait pour Elon Musk de vendre ses actions Tesla, le marché va interpréter ça comme un désengagement de Elon Musk de Tesla et du coup la bourse va baisser avant même qu'il ait fini de vendre ses actions. Voilà, donc ça c'est des exemples concrets qui vous montrent l'importance de considérer les indicateurs latents dans un portefeuille de trading ou d'investissement parce que c'est avec ça surtout qu'il faut piloter son patrimoine et son portefeuille. Donc, définition, les indicateurs latents correspondent aux positions prises sur les marchés mais qui n'ont pas été clôturées. Ces indicateurs sont un peu dépendants, enfin sont même très dépendants de l'évolution des marchés. D'ailleurs, vous voyez un petit peu la photo, hein, je vous montre un petit peu deux alpinistes qui gravitent, enfin, qui sont en train de gravir une montagne ou un col, et on voit bien que ces deux alpinistes, elles sont dépendantes de la pesanteur. On peut faire une analogie entre les marchés, l'évolution des marchés. Vous avez une position ouverte sur les marchés, vous êtes dépendant de la gravité, de la pesanteur. Vous réalisez une plus-value, une moins-value, vous êtes stable. Ça y est, vous savez que les marchés, ils auront beau monter, descendre, vous êtes stable, vous êtes solide, voilà. Ici, vous voyez bien que les deux alpinistes, elles sont pas du tout en position stable. Hein. Si demain, voilà, il y a un éboulement, il y a un petit caillou qui glisse, les deux alpinistes,
elles peuvent tomber. Contrairement à l'alpiniste que j'ai présenté en tout début de vidéo, qui est au sommet de la colline ou de la montagne, bah, elle ne risque rien du tout. Donc, voilà. Alors maintenant, on va balayer en détail ces indicateurs latents. Alors, premier indicateur, la plus-value latente. Alors, il s'agit de l'écart, lorsqu'il est positif, entre le cours de marché actuel et celui auquel vous l'avez acheté, multiplié par le nombre d'actifs achetés et vendus. Donc, plus-value latente, c'est le nombre d'actifs multiplié par le cours de marché actuel moins le cours à l'achat. Et évidemment, lorsque vous vendez à découvert, donc c'est-à-dire que vous vendez un titre avant de l'avoir acheté, ce qui est possible. Certains brokers, certaines banques autorisent les particuliers à vendre un titre qu'ils n'ont pas, à vendre avant de l'acheter. Il faut faire l'inverse, c'est le cours d'achat moins le cours de marché actuel. Et évidemment, lorsque le résultat est négatif, vous êtes en moins-value et donc du coup, votre plus-value latente, elle est égale à 0 sur cet actif que vous avez, sur lequel vous avez pris position. Ce qui explique le fait que dans la formule, il y a un max avec 0. Voilà. Alors, je mets un exemple. Vous achetez 2 onces d'or au cours de 1800 € l'once. Au moment de valoriser votre portefeuille, l'or cote à 1841 l'once. Votre plus-value latente s'élève à 1841 moins 1800, 41 € fois 2, donc fois le nombre d'onces que vous avez acheté, ce qui fait 82 €. Alors, pour les moins-values latentes, c'est pareil, c'est un peu le miroir des plus-values. C'est l'écart lorsqu'il est négatif entre le cours de marché actuel et celui auquel vous l'avez acheté, multiplié par le nombre d'actifs achetés et vendus. Donc là, je vous mets la formule. C'est vraiment le pendant de la plus-value latente, sauf que c'est une quantité qui est forcément négative. Alors, le ratio de latence. Alors, le ratio de latence, c'est le poids que pèsent les plus-values latentes par rapport au stock total de plus ou moins values latentes. Parce que vous vous doutez bien, vous pouvez très très bien être en plus-value sur certains actifs et en moins-value sur d'autres. Dans un portefeuille, vous n'avez pas, en général en tout cas, vous n'avez pas que des lignes en plus-value ou que des lignes en moins-value. Vous avez certaines lignes qui sont en plus-value, d'autres lignes en moins-value. Le ratio de latence, c'est la division. Vous prenez vos plus-values latentes, vous prenez toutes vos positions qui sont en plus-value latente, vous les additionnez et vous divisez par les plus-values latentes moins les moins-values latentes. Les moins-values latentes, elles sont en négatif, elles sont inférieures à 0. En fait, vous prenez la valeur absolue de vos moins-values latentes. Et donc, ça va vous donner ce que j'appelle le ratio de latence. Alors ça, c'est un des ratios que je suis le plus parce qu'il me donne une indication fiable sur mon potentiel à dégager des plus-values, soit pour prendre de nouvelles positions sur les marchés, soit tout simplement pour satisfaire un besoin de cash. En effet, moi j'aime bien de temps en temps me faire plaisir et faire plaisir à ma famille avec de l'argent gagné en bourse, car ça donne aussi un sens à ce que je fais et ça permet de mobiliser mes proches sur l'importance de l'activité à investir. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Autant il ne faut pas forcément, entre guillemets, jouer en bourse, investir l'argent dont vous avez à tout prix besoin dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, autant c'est important aux yeux de votre entourage. Alors, ça dépend de votre entourage, de votre environnement, mais de temps en temps, de réaliser des plus-values et de vous faire plaisir, un petit restaurant, un week-end en amoureux, voire même un voyage, ça dépend de votre portefeuille. Ça permet de mobiliser votre famille, votre conjoint, vos enfants sur l'importance d'épargner pour investir. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, si vous faites partie des personnes qui évoluent dans un environnement où la notion de liberté financière est mal vue dans la famille, je pense que, notamment en France, le rapport à l'argent dans beaucoup de familles est assez spécial.
Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes sensible un peu aux vidéos que je fais ou aux vidéos que font d'autres influenceurs qui mettent en avant la liberté financière, bah, c'est important de vous constituer un stock de plus-value latente, d'avoir un ratio de latence élevé pour pouvoir dégager des plus-values, transformer des plus-values latentes en plus-values réalisées que vous retirez ensuite de votre compte, de votre compte chez le broker pour pouvoir faire plaisir à votre famille. Et ça permet en fait de faire prendre conscience à vos proches de la relation qui existe entre investir, faire des plus-values et profiter de la vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Les gens font clairement le rapprochement entre il a travaillé très très dur, il bosse, il rentre tard le soir, on le voit pas beaucoup à la maison, il bosse, il fait des gros horaires et il a un gros salaire, il épargne beaucoup et du coup, durant les rares vacances qu'il a, on part en voyage. Ça, les gens le sentent bien, surtout en France. Ça, on le sent bien. Hein. Travailler plus pour gagner plus, métro, boulot, dodo. Ça, c'est quelque chose qu'on le sent. Mais les gens sentent moins la relation qui peut exister entre bien investir, avoir un marché qui évolue dans votre sens, dégager des plus-values et faire plaisir à vos proches. Ça, les gens le sentent moins et c'est important de leur faire prendre conscience de cela. Donc, le ratio de latence, ça, c'est un ratio que je suis énormément. Pardon, je reviens. Aussi, qui me permet aussi de corriger le tir. Imaginons, par exemple, que j'ouvre une position. Alors, ça m'est arrivé il y a quelques temps sur le Nasdaq. J'ouvre une position. Le Nasdaq chute. Enfin, la position, le marché évolue en sens inverse. Je commence à avoir des grosses moins-values. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite couper ma position, hein, ma moins-value. Et d'un point de vue, on va dire peut-être psychologique, ce que je vais faire pour ne pas être en moins-value sur la journée, je vais aussi couper des plus-values latentes sur les actifs pour lesquels j'estime on est arrivé très très haut, où il y a un risque que ça corrige fortement. Je coupe des plus-values, ce qui me permet finalement d'avoir une moins-value qui sera compensée partiellement ou totalement par une autre plus-value réalisée. Typiquement, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré sur le Nasdaq. Le Nasdaq a baissé juste après que je sois rentré. J'ai coupé mes moins-values sur le Nasdaq et j'en ai profité. Il se trouve que j'avais dans mon stock de plus-value des positions sur le blé. Et le blé a énormément monté. On n'est pas loin des records historiques. J'avais un gros stock de plus-value latente sur le blé et j'ai aussi coupé ces positions de plus-value latente sur le blé. Du coup, j'ai fait une journée neutre. Hein, j'ai réalisé zéro plus-value, zéro moins-value, mais j'ai pu compenser finalement mon erreur sur le Nasdaq. Je l'ai compensé finalement par la bonne intuition que j'avais eue en achetant du blé il y a de cela 1 mois et demi, au moment de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, ratio de latence, ça, c'est un ratio que je présenterai beaucoup dans l'évolution de mon portefeuille. La valeur liquidative. Alors, la valeur liquidative, c'est la valeur comptable de votre portefeuille, donc là, qui est un indicateur réalisé auquel on ajoute les plus-values latentes et les moins-values latentes. Donc, tout simple, valeur comptable, valeur liquidative, pardon, égale valeur comptable plus plus-value latente plus moins-value latente. Là, une petite coquille, hein, ce n'est pas valeur comptable, c'est la valeur liquidative dans la formule. Exemple, vous déposez 10 000 € à la banque, vous réalisez une plus-value de 1 000 € sur l'or et une moins-value de moins 800 €. La valeur comptable de vos avoirs s'élève à la valeur liquidative de vos avoirs s'élève à 10 000 plus 1 000 moins 800 égale 10 200. Performance latente. Alors, la performance latente, ça, c'est aussi un indicateur que je suis beaucoup. C'est l'écart relatif entre la valeur liquidative et la valeur comptable de votre portefeuille. C'est tout simple, hein, cette formule. Valeur performance latente égale valeur liquidative divisé par valeur comptable moins 1. Performance totale de votre portefeuille.
c'est l'écart relatif entre la valeur liquidative de votre portefeuille et le solde en espèces que vous avez à la banque. En gros, c'est si vous devez vendre toutes vos positions et sortir tout l'argent que vous avez à la banque, ben, le ratio entre la valeur liquidative, le solde en espèces, c'est la performance totale de votre stratégie, de vos stratégies. Donc, elle inclut la performance réalisée et la performance latente, ce qui donne la performance totale de votre portefeuille. Un indicateur qui est très important, enfin, c'est le prix de revient. Alors, le prix de revient, c'est un indicateur que je suis énormément. C'est le cours de marché à partir duquel vous passez du stade où vous êtes en moins-value latente au stade où vous êtes en plus-value latente. Mathématiquement, il s'agit du cours moyen d'achat de l'actif ou du cours moyen de vente de l'actif si vous êtes vendeur à découvert. Exemple, vous achetez une once d'or à 1800 € l'once, votre prix de revient s'élève à 1800 € l'once. 2 jours plus tard, l'once d'or tombe à 1750 € l'once. Vous êtes donc en moins-value latente. Vous décidez d'acheter 3 nouvelles onces d'or. Votre prix de revient sur l'or s'élève alors à 1 fois 1800. Vous avez acheté une once d'or à 1800, plus 3 fois 1750. Vous avez acheté 3 nouvelles onces d'or à 1750 €. Et vous divisez par le nombre total d'onces d'or que vous avez acheté, divisé par 1 plus 3 par 4, ce qui vous donne 1762,5 €. Donc ça, c'est votre prix de revient. Donc tout ça pour vous dire que être en moins-value latente n'est pas nécessairement un problème et présente l'avantage de faire baisser le prix de revient, votre prix de revient, lorsque l'on investit à court terme. Je rappelle, les plus grandes fortunes se sont bâties en période de crise et de baisse des marchés, même si le bruit médiatique des fortunes s'est réalisé lorsque les marchés ont atteint des sommets. Aujourd'hui, vous parlez de Google, hein, et les GAFA, bah, la fortune de Google, elle s'est faite pendant la crise Internet des années 2000. La crise Internet des années 2000 a vu s'effondrer un grand nombre d'entreprises de la high-tech et Google a émergé, est une des entreprises qui a émergé des cendres de la précédente crise qui a été la crise Internet. Donc, ça a été, vous avez eu, voilà, Google, c'est un exemple. Vous avez aussi un autre exemple qui est Facebook, Amazon. Donc, toutes ces grosses entreprises, hein, ces GAFA, en fait, elles se sont renforcées suite à la première grande crise, la crise Internet des années 2000. Et puis, vous avez un autre personnage que j'ai cité en début de vidéo, Bernard Arnault. Bernard Arnault, finalement, il n'est pas très, très connu. Enfin, personne n'en parle. C'est pas quelqu'un dont on parle énormément, Bernard Arnault. Typiquement, Bernard Arnault, sa fortune, une grosse partie de sa fortune, elle a eu lieu dans les années, dans la deuxième partie des années 2010, lorsque, suite à la crise grecque, les banques centrales ont baissé les taux, on est même passé à taux négatifs. Et à ce moment-là, qu'a fait Bernard Arnault? Il a fait ses courses, il a acheté, il s'est endetté à taux négatif pour acheter des entreprises à taux négatif qui lui versaient des dividendes. C'est comme ça que Bernard Arnault a construit sa grande fortune. Alors aujourd'hui, on en parle parce que forcément, il est dans les 3 plus grandes fortunes mondiales, mais l'essentiel de sa fortune, elle s'est faite durant les crises. Je peux citer les exemples à l'infini. Warren Buffett, hein, pareil. Elon Musk, pareil. Hein, on peut multiplier les exemples comme ça. Les grandes fortunes, tout simplement les gens qui réussissent à devenir libres financièrement, elles bâtissent leur liberté financière durant les moments où plus personne n'y croit. Durant les moments où les médias vous disent c'est fini, c'est la crise, on vous présente des photos apocalyptiques, c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Moi, par exemple, ma liberté financière,
grosse partie de ma liberté financière, je l'ai acquise en fait en mars 2020, au moment où tout le monde recommandait de fuir les marchés. Moi, j'ai moyenné à la baisse. Hein, j'ai acheté des onces d'argent, par exemple, au prix de 12 $ l'once. J'ai acheté des contrats sur le baril de pétrole à 15 $. Aujourd'hui, on est à plus de 100 $. J'ai acheté du CAC 40 à 3800 points. J'ai acheté du cuivre quand il était à 2,2, 2,3 $ la tonne. Aujourd'hui, on est à 4,3. Il a doublé le cuivre. J'ai acheté du Dow Jones. Il était à moins de 20 000 points. Bref, une grosse partie de mes actifs, en fait, je suis rentré dedans au moment de l'effondrement suite à la crise du Covid. Alors, j'étais en moins-value à l'époque, mais j'ai moyenné à la baisse. J'ai baissé mon prix de revient. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important pour moi, en tout cas, et j'espère pour vous, de piloter votre portefeuille, non pas seulement en regardant vos moins-values latentes grossir, hein, surtout en ce moment, la plupart d'entre nous avons des moins-values latentes, hein, mais de raisonner en prix de revient. Ça, c'est très important. Autre indicateur très important, les engagements. Alors, les engagements, il s'agit tout simplement du montant de l'ensemble des positions prises, c'est-à-dire la somme des valeurs de marché de tous les actifs que vous avez en portefeuille. Par exemple, si vous avez un portefeuille de 10 onces d'or, 2 contrats sur le CAC 40 et une obligation française, la valeur de marché de ces actifs, supposons qu'elle s'élève à 1 800 € pour l'once d'or, 6 300 pour le CAC 40, 13 400 pour une obligation française, la valeur de vos engagements, c'est 10 fois 1800 plus 2 contrats sur le CAC fois 6 300 plus une obligation française fois 13 500, ça fait 44 000 €. Il est très important de bien estimer et d'anticiper la valeur des engagements pris sur les marchés, car plus celle-ci est élevée, et moins votre marge de manœuvre pour élaborer des stratégies futures, elle diminue. Pourquoi moi j'ai réussi à tirer parti de la crise du Covid? Parce qu'au moment de renforcer mes positions, je n'avais pas énormément d'engagement. Je n'étais pas pris au coup. J'avais encore des réserves de cash disponibles. Et on va voir, ce n'est pas forcément du cash, du vrai cash. Parfois, c'est du cash, c'est de la capacité à emprunter sur les marchés. Et justement, je vais aborder ce point, ce que j'appelle la couverture requise. Alors, qu'est-ce que la couverture requise? Alors, la grande majorité des brokers vous donnent la possibilité de passer davantage d'ordres en bourse que les espèces déposées vous le permettent. Par exemple, si la valeur de marché de votre portefeuille s'élève à 10 000 €, vous pouvez très bien gérer un portefeuille dont les engagements s'élèvent par exemple à 25 000 €. Le ratio entre les engagements et la valeur de marché s'appelle l'effet de levier. Voilà. Effet de levier, c'est engagement divisé par la valeur de marché de votre portefeuille. Néanmoins, vous comprenez très vite que si vous pouvez gérer davantage d'argent que ce que vous avez déposé à la banque, il y a un risque réel que vos pertes dépassent le montant déposé si les marchés vous sont défavorables. Et c'est pour cette raison que votre broker va exiger une couverture sur chaque position que vous prendrez. Donc, le taux de couverture, appelé aussi collatéral, est fixé par votre broker et dépend en grande partie du type d'actif sur lequel vous traitez. Plus l'actif sera risqué et volatile, et plus votre broker appliquera un taux de couverture élevé. Donc, la couverture requise, c'est les engagements multipliés par le taux de couverture. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que vous achetiez en portefeuille 10 onces d'or à 1 800 € l'once, 5 contrats sur le CAC 40, 6 300 € le contrat, et un contrat sur le Bitcoin, 30 000 € le Bitcoin. Votre broker applique un taux de couverture de 5% sur l'or, l'or étant considéré comme pas trop risqué, 50% sur le Bitcoin, là le Bitcoin considéré comme très risqué, et 5% sur le CAC 40. La couverture requise s'élève à 1800 x 10 onces d'or, x 5%, plus 30 000
cours du Bitcoin, fois 1, vous avez acheté un contrat, fois 50%, c'est le taux de couverture, plus 6300, valeur du CAC 40, fois 5, c'est le nombre de contrats de CAC 40 que vous avez acheté, fois 5%, qui est le taux de couverture appliqué par le broker. Ce qui vous donne 17 475 €. Ça, c'est le montant de la couverture qui sera exigé par votre broker. Alors, la couverture requise évolue avec la valeur de marché des actifs et en plus, votre broker peut modifier le taux de couverture en cours de route en fonction de son appréciation par rapport au risque. Donc ça, c'est très important. Il faut se tenir informé, il faut bien connaître son broker pour anticiper s'il peut, du jour au lendemain, faire évoluer le taux de couverture exigé. Et enfin, une fois que vous avez le taux de couverture, il y a ce que j'appelle le taux de marge disponible, qui est un des indicateurs que je suis énormément. Pourquoi? Parce que lorsque la couverture requise par votre broker dépasse la valeur de marché de votre portefeuille, votre broker va sonner l'alerte, car cela signifie que vous avez une forte probabilité que la valorisation de vos avoirs passe en territoire négatif. En gros, que vous soyez à découvert. De ce fait, le broker va vous demander de déposer à nouveau des espèces sur le compte. On appelle cela un appel de marge. En pratique, votre broker ne va pas attendre, il va directement couper toutes vos positions. Mais que votre broker vous appelle en urgence pour vous demander de remettre des fonds ou qu'il coupe votre position, on appelle cela un appel de marge. Pour savoir le risque de vous retrouver à court d'argent pour tenir vos positions, il est très important de calculer et suivre le taux de marge disponible, qui est tout simplement le complémentaire du ratio entre la couverture requise et la valeur de votre portefeuille. Donc, le taux de marge disponible, c'est 1 moins la couverture requise, la couverture exigée par votre broker, divisé par la valeur liquidative de votre portefeuille. Donc, je prends un exemple. Supposons que vous achetiez un portefeuille, pareil, c'est le même portefeuille, 10 onces d'or, 5 contrats sur le CAC 40 et 1 contrat sur le Bitcoin. Votre broker applique les taux de couverture, donc 5% sur l'or, 50% sur le Bitcoin, 5% sur le CAC 40. La couverture requise, donc 17 475 €. Supposons maintenant que la valeur liquidative de votre portefeuille s'élève à 23 000 €. Le taux de marge disponible s'élève à 1 moins 17 475 divisé par 23 000, soit 24%. Le taux de marge disponible est un des indicateurs que je suis le plus, surtout quand mon portefeuille se trouve en moins-value, car il me donne en fait la marge de manœuvre que j'ai pour pouvoir prendre des positions supplémentaires. Moi, en toute honnêteté, en toute franchise, j'essaye d'éviter que mon taux de marge disponible descende en dessous de 50%. J'attends pas qu'il arrive à 0%. À 0%, votre broker coupe toutes vos positions. Bon, moi, personnellement, j'essaye d'éviter que celui-ci descende en dessous de 50%. Voilà, ça, c'est mon appétence au risque. Chacun a la sienne. Moi, je vous déconseille d'avoir un taux de marge disponible qui descendent en dessous de 50%, surtout au vu de la volatilité des marchés à laquelle on fait face en ce moment. Alors, en conclusion, les indicateurs que je suis très souvent et que je vous présenterai dans mes points de marché à la fin lorsque je vous exposerai la situation de mon portefeuille. Premier indicateur, les plus-values réalisées. Pourquoi? Parce que dans un contexte d'atteinte de la liberté financière, elles me permettent de me rémunérer. En fait, en pratique, si vous voulez ne plus dépendre de votre salaire, de dépendre entièrement de vos investissements. Alors, il y a deux manières de vivre de ces investissements. La première, c'est de vivre des revenus de vos investissements. Par exemple, les loyers. Vous avez des appartements que vous mettez en location, des loyers. Les coupons.
vous achetez des obligations, l'emprunteur va vous verser des coupons, on appelle ça, donc c'est le loyer de l'argent, ce sont des coupons, et les dividendes, vous achetez des actions, donc vous acquérez des parts d'entreprise. Si l'entreprise fait des bénéfices, elle va verser à ses actionnaires une partie de ces bénéfices qu'on appelle les dividendes. La première manière de se rémunérer lorsqu'on est libre financièrement, on ne veut pas dépendre d'un salaire, c'est les revenus financiers constitués loyer, coupons, dividendes. Et une autre manière de se rémunérer, plutôt que d'attendre d'avoir des loyers ou des plus-values, enfin des dividendes, des coupons, c'est de réaliser des plus-values pour pouvoir se payer, pour pouvoir profiter de la vie. Donc, un indicateur que je suis beaucoup, ce sont les plus-values réalisées. Deuxième indicateur que je suis énormément, c'est le prix de revient. Donc, le prix de revient, c'est voilà, c'est comme je l'avais dit, c'est le cours moyen auquel j'ai acheté mes différents actifs. Et en général, le prix de revient, c'est un indicateur que je suis énormément, surtout en période de crise, parce qu'en période de crise, je profite des corrections de marché pour baisser au maximum mon prix de revient afin justement de profiter ensuite des rebonds des marchés. Troisième indicateur que je suis énormément, c'est le ratio de latence. Donc ce ratio, maximiser ce ratio, pour moi, permet d'avoir un stock de plus-value latente qui peuvent me permettre soit de réaliser une partie, justement pour pouvoir profiter de la vie, faire plaisir à mes proches, soit de consolider une partie de ces plus-values latentes avec les moins-values latentes. Voilà. Et enfin, dernier indicateur que je suis énormément, c'est le taux de marge disponible. Sa maximisation permet pour moi d'avoir une latitude pour que je puisse prendre de nouvelles positions. Donc ça, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire. C'est parfois, j'essaye lorsque je sens que les marchés peuvent baisser énormément, j'essaye d'alléger le poids de mes positions, de diminuer la couverture requise par mon broker en vendant, en réalisant des plus-values ou des moins-values, ce qui me permet de diminuer le taux d'augmenter le taux de marge disponible, ce qui va finalement me donner de la latitude pour pouvoir prendre de nouvelles positions lorsque les marchés commencent à s'affoler, commencent à paniquer. C'est un peu ce que j'ai fait. Durant toute l'année 2019, j'ai vendu, j'ai réalisé beaucoup de plus-value. Du coup, j'ai augmenté mon taux de marge disponible et ce taux de marge disponible a atteint quasiment des niveaux records au moment où s'est déclenchée la crise du Covid. Et là, j'avais du mou, comme on dit, du mou pour pouvoir rentrer sur les marchés à des niveaux très intéressants. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Donc voilà, cette vidéo est à mon sens très importante. C'est peut-être l'une des plus importantes que je fais en matière vraiment d'outils pour les investisseurs dont l'objectif est de conquérir la liberté financière. Donc voilà, n'hésitez pas, je rappelle, à la partager, à la liker, à la commenter. Ça, c'est les commentaires m'intéressent énormément. Et surtout, si vous êtes plutôt, si vous préférez, vous êtes plutôt visuel que auditif. Moi, j'aime bien, par exemple, de temps en temps, lire tranquillement des articles plutôt que d'écouter. N'hésitez pas à faire des copies d'écran des slides que je vous ai présentés, ce qui vous permet finalement d'avoir votre petit lexique à vous, votre petit dictionnaire à vous, votre petit lexique que vous pouvez utiliser, soit pour suivre mes prochaines vidéos, mes prochains points de marché, soit pour prendre vous-même vos propres positions ou tout simplement suivre d'autres influenceurs que moi. Je n'ai pas la prétention d'être, voilà, de tout connaître, bien évidemment. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et j'espère vous retrouver pour des futurs points de marché ou d'autres vidéos, tout simplement. Voilà. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt.